Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans cette émission Droit dans les yeux. La dernière sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila fait couler beaucoup d'encre dans la classe politique congolaise. Et pour en parler dans cette émission Droit dans les yeux, nous avons donc invité Monsieur Henri Mutombo. Monsieur Mutombo, bonjour. Bonjour, monsieur Marie. Vous êtes au cadre de l'Union sacrée de la nation, la plateforme du président de la République, et, enfin la plateforme au pouvoir, et vous êtes également écrivain, chercheur en fiscalité et géostratégie. Merci beaucoup de répondre à ce deuxième numéro de l'émission Droit dans les yeux. Merci infiniment de cette invitation et c'est un honneur de vous retrouver sur ce plateau parce que ça faisait quand même très longtemps. On vous a vu aux États-Unis recevoir le président de la République, beaucoup d'autres acteurs politiques, sociopolitiques, j'allais dire. Et c'est une fierté pour moi de vous retrouver face à vous, droit dans les yeux, Oui. pour pouvoir parler aux Congolais. Et je parlerai aux Congolais en les regardant droit dans les yeux, mais aussi en parlant à leurs âmes. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous ai invité, parce que je connais votre pertinence d'idées, la façon à laquelle vous exprimez vos idées, et sans oublier que vous êtes un grand soutien au président de la République. Et la première question, je l'ai dit à l'entrée des jeux, on va essayer de brosser un tout petit peu l'actualité politique en RDC. La toute première question, c'est la dernière sortie en date de l'ancien président Joseph Kabila, qui fait couler énormément d'encre dans la classe politique congolaise. On reviendra bien sûr sur la situation sécuritaire à l'est du pays. Vous l'avez suivi. Si vous ne l'avez pas fait, je vais vous proposer de suivre donc cet extrait. Il a accordé donc une interview à la chaîne namibienne CBS News, interview que nous avons traduit grâce à l'intelligence artificielle en français. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous propose donc de l'écouter. Les Congolais ont été laissés à gérer leurs propres affaires, problèmes et enjeux, mais bien sûr avec le soutien et l'accompagnement des partenaires du Congo, de la région et au-delà. Les Nations Unies étaient également incluses. Mais est-ce la même thérapie qui peut ou va fonctionner, le même miracle, aujourd'hui? Maintenant, nous devons nous asseoir et réfléchir à cela, plonger là-dedans. Mais je crois que ces troupes sont parties. Mais je crois qu'il n'y a rien de plus important qu'un pays soit à l'intérieur de ses frontières, souverain, des décisions souveraines. Et qu'il n'y ait pas cette armée en train de se battre, y compris des mercenaires, des centaines de groupes armés. Maintenant, quand vous avez un tel mélange, eh bien, c'est une situation plutôt indésirable. Si jamais quelqu'un voulait mon avis sur cette question particulière, mon conseil pourrait être parler au peuple congolais. Ils savent mieux, parce qu'ils y ont déjà été, ils ont gravi cette montagne, ils sont descendus dans la vallée, c'est une autre montagne à gravir. Comment ou de quoi ils souffrent? Je sais que l'initiative est d'amener des médiateurs de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays africains. Aucun médiateur ne vous dira jamais qu'il ou elle connaît le Congo mieux que les Congolais eux-mêmes. Et je pense que cela devrait être la première étape. Et puis la deuxième étape, bien sûr, devrait être la bonne volonté. Comment jugez-vous la bonne volonté, les bonnes intentions des acteurs? Et bien sûr, troisièmement, quelles sont les garanties que ce que vous faites va définitivement, à la fin, aboutir à la paix dont nous parlons? À l'âge de 53 ans, Kabila est le leader du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie que lui réserve l'avenir. Eh bien, seul Dieu le sait. Nos intentions sont d'être très disponibles pour servir notre pays, pour servir notre peuple, continuer à servir notre peuple et servir la région. Voilà, donc c'était l'ancien président, sénateur à vie Joseph Kabila. Vous l'avez suivi, mais je voudrais vous poser une question spécifique sur sa disponibilité, dit-il. Il est disponible pour servir le peuple parce qu'il a que 53 ans, dit-il. Il a encore de l'énergie et des choses à porter pour servir son pays, la région et aussi, pourquoi pas, l'Afrique. Monsieur Marius Munga, vous savez,
quand on prend la parole, quand on a été chef d'État, il faut connaître l'histoire, sa propre histoire, avant de s'évertuer, de balancer des choses qui rentrent en contradiction avec ce que tu as été ou ce que tu avais fait. Monsieur Kabila n'est plus un projet pour cette nation. Ça, il faut le lui dire ou le lui rappeler. Je voudrais, avant d'avancer un peu plus loin, pour pouvoir rencontrer votre question, le seul élément, j'allais dire, le seul élément de l'unité de l'État, c'est le territoire. Quand on est chef d'État, on construit l'élément de défense de cette nation, c'est-à-dire un système de défense, l'armée notamment, qui soit en mesure de protéger l'intégrité territoriale. La RDC a la vocation d'un pays militaire. C'est-à-dire quoi? Nous avons 9 voisins. Donc, quand on est chef d'État d'un pays qui a 9 voisins, il faut se mettre en tête que l'imminence des attaques et aussi, pour un pays aussi riche comme celui-ci, l'imminence d'attaques est permanente. M. Kabila n'a pas conçu une armée. Quand on est un chef d'État d'un pays comme celui-ci, où il y a de l'intelligence à couper le souffle, M. Kabila n'a pas construit l'intelligentsia congolaise. Quand on est chef d'État, ou quand on a été chef d'État d'un pays comme celui-ci, on doit construire ce qu'on appelle la classe moyenne des affaires. M. Kabila ne l'a pas fait. Quand on est chef ou on a été chef d'un pays comme celui-ci, j'ai parlé de l'intelligentsia, le système de l'éducation, où les Congolais sont mis en valeur, construire l'école de la République, une école qui soit en mesure de comprendre l'histoire et de défendre les territoires, M. Kabila ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il dit qu'il est prêt à servir, il a été chef de l'État, il peut servir le Congo dans autre chose, en apportant les conseils. Mais plus question pour lui de rêver, de redevenir chef d'État. Ça, il ne l'a pas dit. Hein. Il a dit il est jeune, il a encore des choses à donner. Mais bien sûr, il faut lire entre les lignes. Quand il dit il a encore ou il peut servir, oui, personne ne lui renie la qualité de serviteur du peuple congolais. Mais il ne peut plus être aux avant-postes pour diriger cette nation. Parce que nous connaissons sa gouvernance. Nous savons ce qu'il a été comme chef d'État. Il n'a plus rien à donner. Il a été ce chef d'État qui a ruiné cette nation. Il a été ce chef d'État qui a organisé la répression. Cette sortie médiatique, c'est la deuxième sortie médiatique. Il y en a eu une première. Vous ne l'avez pas montré, M. Marus Munga. Dans cette première sortie médiatique, où il a accordé une interview à un média sud-africain, dans ce média-là, dans cette interview, il disait que les M23 étaient l'aspiration du peuple congolais et que ce qui se passe, on ne peut pas réduire le M23 par un simple statut de proxy, proxénétisme. Non, des proxys, j'allais dire, ouais. Des proxys du Rwanda. Il dit que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo a des... Il faut rentrer en profondeur. Mais c'est quoi la profondeur? Nous connaissons tous que cette guerre, c'est une guerre expansionniste. Kagame porte les velléités expansionnistes. Ça veut dire Kagame rêve de la balkanisation de cette nation. C'est pour ça que je dis, M. Munga, vous avez reçu quelqu'un qui appartient à une génération qui est hantée par cette menace de l'intégrité territoriale de notre nation. Vous avez reçu sur votre plateau aujourd'hui quelqu'un qui appartient à une génération qui se bat pour la survie de l'existence de cette nation. Donc, M. Kabila n'a plus rien à donner à ce peuple parce qu'il l'a affamé, parce qu'il l'a pillé. Rappelez-vous de M. Albert Yuma qui avait dit « Les minerais de la RDC ont été bradés ». Doit-on refaire l'histoire dans son ensemble? Quand il dit, si vous permettez, quand il dit que le peuple veut l'écouter, quel est ce peuple quand il a assassiné, il a fait assassiner ceux qui parlent au nom du peuple? Je parle de M. Chebea et des autres défenseurs des droits de l'homme.
Kabila n'est plus un projet. Kabila n'a plus aucun projet pour les Congolais. Et donc, cette sortie, il est en train, c'est comme un ballon d'essai, il est en train de tenter le terrain, de tâter le terrain pour voir s'il y aura un écho. L'écho, c'est celui que je lui réponds. Je sais que vous êtes un grand journaliste très suivi. Beaucoup suivront peut-être lui également ou ses hommes. Je lui envoie un message. Nous ne l'attendons plus parce qu'il n'a plus rien à nous donner. Ça, c'est votre point de vue. Mais je vous ai vu, entendu dresser un drapeau, un tableau sombre de la gestion de Joseph Kabila. Est-ce qu'il y a quelque chose de bien que vous lui reconnaissez? Quelque chose de bien que je reconnais à Kabila, c'est de nous avoir entendus. Parce qu'on l'avait contraint de céder le pouvoir. Parce que Kabila tenait à tout prix à rempiler, à modifier la Constitution pour obtenir un troisième mandat. Nous avons été aux avant-postes, nous avons été dans les très grandes manifestations et il était contraint. L'opinion internationale avait vu le refus des Congolais d'avoir, ou si vous voulez, de voir Kabila continuer à gérer la nation congolaise. Et notre voix a été portée aussi par cette communauté internationale. Je vais finir. Oui. Notre voix a été aussi portée par l'opinion internationale qui lui avait obligé de désigner un dauphin qui avait été battu à plate couture, qui avait récolté un échec cuisant, M. Chadari pour ne pas le citer, face à Tshisekedi qui a été élu en 2019 et réélu en 2023. Donc, la seule chose que je peux reconnaître, c'est cette passation civilisée de pouvoir entre un président entrant et un président sortant, pardon, et un président entrant, mais qui avait été fait sous une répression sanglante. Donc, il y avait des policiers et des militaires gonflés d'hormones militaristes qui tuaient comme si ils étaient en train de fusiller les cochons ou les rats dans le... À l'époque de Joseph Kabila a pu convaincre les M23 à l'époque de déposer les armes. Joseph Kabila a laissé à Félix Tshisekedi la RDC avec Goma et Bukavu qui sont aujourd'hui entre les mains des Rwandais et de M23. C'est pas quelque chose que vous pouvez mettre à son actif, même si vous soutenez Félix Tshisekedi? Monsieur Marius Munga, si vous lisez son interview, la première, accordée en Afrique du Sud, vous allez voir que M. Kabila prend fait et cause de M23. Donc, par là, vous comprenez que c'était un jeu bien organisé, bien structuré entre lui et son parrain Kagame. Parce que comment voulez-vous que l'on puisse réduire la question de M23 par une simple question de mauvaise gouvernance? Donc, ça veut dire, lui aussi, à son époque, s'il y avait résurgence ou s'il y avait la mise en place de M23, c'est parce qu'il avait mal gouverné le pays. Donc, il faut dire aux Congolais que M. Kabila, qui aujourd'hui nous présente le M23 comme une aspiration du peuple congolais, ça a été un chef d'État par circonstance. Ça a été quelqu'un qui avait été placé juste pour pouvoir accomplir une mission qui, malheureusement, il n'a pas été à la hauteur de cette mission, notamment la désintégration de la RDC et le pillage. Parce que si vous regardez l'Amiba, la Gécamine, Mobutu avait laissé ces deux entreprises. Mais c'est la même personne dont vous décrivez le tableau aussi sombre que le président que vous soutenez quand il est arrivé au pouvoir a fait alliance avec. Mais vous avez posé une première question, je suis en train de... Oui, parce que vous êtes toujours en train de me dresser un tableau sombre de Kabila. Le tableau est plus que sombre. Monsieur Kabila, ça n'a pas été quelqu'un qui était préparé lui-même. Il n'a jamais été préparé pour devenir chef de l'État. Parce que quand on se prépare cette émission, avant que nous puissions nous asseoir sur cette table et parler, il y a eu une préparation. Vous avez préparé vos questions. Vous m'avez envoyé les questions pour la thématique. Je me suis préparé également. Kabila n'a pas été préparé pour gérer la nation. C'est un pion de l'Occident par le Rwanda qui avait été placé dans ce pays pour une mission bien précise. Et cette mission a été accomplie en partie. Heureusement, le sentiment nationaliste qui anime les Congolais de vouloir demeurer un seul peuple, ce projet, ce plan de balkanisation a été buté par ce sentiment. Et c'est comme ça que je dis, c'est vrai qu'en 2019, le Congo était unifié. Aujourd'hui,
il y a Goma et Bukavu qui est administré par le M23, mais le M23, c'est l'armée, c'est une coquille vide, hein, pour dire, si vous voulez, pour prêter un peu l'expression du président de la République, c'est une coquille vide. Les M23, c'est le Rwanda, c'est l'armée rwandaise qui occupe le territoire congolais, se cachant derrière les M23. Et aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous rappeler que quand M. Kabila a accordé la première interview, c'était en Afrique du Sud, condamnant le régime en place, disant que le M23 était une aspiration congolaise, et demandant même aux nations qui soutiennent la RDC dans cette guerre d'agression, l'Afrique du Sud et d'autres pays, j'ai oublié, de la SADC bien sûr, leur demandant de quitter le sol congolais, de ne pas soutenir l'armée, de ne pas soutenir le gouvernement congolais, oubliant que lui-même a été aidé par la SADC. Donc, c'est parce qu'ils ont vu les condamnations fusées de partout, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Union européenne dans son ensemble, et ils ont vu que leur plan était en train d'aller en échec. Et c'est cette colère qui l'a animé, et pour faire cette sortie ratée, même s'il essaye de se rattraper aujourd'hui, mais les Congolais ne sont pas dupes. Nous savons que le M23, c'est Kagame, le AFC, c'est Louis Kabila qui instrumentalise Nanga, qui donne les moyens, le chef de l'État. C'est le président de la République qui l'a dit. Le président Tshisekedi l'avait dit, oui. Il lui avait demandé de s'assumer, et là, il s'est assumé, même s'il y a la langue des bois, même s'ils veulent nier, parce qu'il ne sortira pas comme ça pour dire que c'est lui, ouvertement, visiblement pour dire que c'est lui qui entretient ce terrorisme. Mais nous savons d'où vient Kabila. Il faut toujours se référer à l'histoire. Kabila est issu d'une rébellion avec son prétendu père. Ils sont arrivés ici. En 97 parce qu'ils avaient mené une rébellion. Et c'est après cela qu'il y a eu Sand City. Il fustige aujourd'hui quand il parle de conciliabule et tout ça, mais il oublie que lui-même... Est-ce que vous ne pensez je veux finir, s'il vous plaît. M. Kabila est issu d'une rébellion. Et étant entendu qu'en 2019, ils ont perdu le pouvoir malgré eux, il a recouru à ce qu'il sait bien faire, la rébellion. Soutenir une rébellion pour renverser les institutions. Mais je peux vous regarder dans les yeux parce que l'émission, c'est droit dans les yeux. Et je parle à votre âme et à celle de ceux qui nous suivent. Ils n'y arriveront pas parce que nous ne sommes pas dans le même contexte en 97. Nous sommes en 2025 où Tshisekedi a été élu par les Congolais à plus de 73%. La constitution de notre pays dit plus question que l'on prenne le pouvoir par les armes. Celui qui veut prendre le pouvoir dans ce pays, celui qui veut conquérir le pouvoir, doit passer par la voie démocratique, par la voie des élections. Donc, il est véritablement démocrate, il doit attendre. Et d'ailleurs, lui, la Constitution a fait de lui un sénateur à vie. Il n'a plus droit à la participation du jeu démocratique pour pouvoir espérer revenir aux affaires. Et il ne peut que servir le pays, comme il le prétend, en faisant autre chose, plutôt que d'alimenter les groupes armés. Comment est-ce que vous pensez que lui peut servir la RDC encore? Mais c'est pas moi, je ne suis pas son conseiller. S'il veut... Mais parce que vous ne le voyez pas bien dans le rôle qu'il est en train de jouer, si je vous ai compris. Oui. Actuellement. Oui. Mais vous pensez qu'il peut être important ailleurs. Ce serait où Non, moi, si vous voulez que je donne une idée, il faudra que la facture suive également. Mais étant entendu que vous avez posé la question, s'il veut servir le pays, sa façon de servir le pays, c'est de ne pas instrumentaliser les groupes armés. Ce n'est pas instrumentaliser Nanga, être derrière le M23. J'ai entendu le vice-premier ministre, M. Bemba, dire que même le Mobondo, c'est lui. Il faut croire en ces déclarations parce qu'ils ont le renseignement. Le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée. Quand il a dit que Kabila était derrière le FC, beaucoup de gens ici l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, avec sa première sortie médiatique, nous avons compris que ce monsieur Kabila qui est derrière les M23 parce qu'ils veulent déstabiliser la République, voyant que Tshisekedi a mis le pays sur la bonne direction et que la RDC, malgré les difficultés, je ne suis pas en train ici de dire... je ne suis pas dans l'angélisation. Je ne suis pas dans l'angélisation. D'accord, mais laissez-moi vous poser une question. Quand vous dites que M. Tshisekedi a mis le pays sur une bonne direction, vous parlez de quoi? Donnez-moi, 3 exemples concrets. Je parle d'abord de la gratuité de l'enseignement primaire.
je parle aussi de l'IGF. L'IGF a toujours existé dans ce pays, l'Inspection générale des finances. Jamais dans l'histoire de cette nation, cette institution... Donc, vous parlez de la lutte contre la corruption. Lutte contre la corruption. Est-ce que cette lutte contre la corruption qui est critiquée par beaucoup de gens, l'IGF peut dénoncer, mais la justice ne suit pas. Est-ce que là, ce n'est pas un échec? On ne va pas parler de la lutte contre la corruption comme si elle avait déjà réussi. C'est un processus. Mais effectivement. Mais après 6 ans, on n'a pas vraiment vu des fruits de la vraie lutte contre la corruption. Bien sûr que oui. Je peux vous donner des exemples. Okay. Le premier exemple que je donne, c'est l'augmentation du budget de l'État. Ce n'est pas un fruit de hasard. C'est parce qu'il y a eu des robinets qui ont été fermés par cette lutte contre la corruption menée par M. Jules Alinguete, qui a permis, bien entendu, que le budget de l'État puisse augmenter. Je peux, encore une fois de plus, vous donner un autre exemple, toujours dans ce cadre de la lutte contre la corruption. Nous avons, en dehors du budget qui a augmenté, il y a même la loi sur la programmation militaire. Ces moyens qui sont mis... On en est à deux. Lutte contre la corruption, gratuité de l'enseignement. Troisième, la gratuité de la maternité et aussi j'arrive. Et aussi les PDL 55 territoires. Dans ce pays, monsieur... Ce sont des projets. Non. Ce sont des projets qui sont en cours. C'est en cours, mais il y a déjà des résultats. On parle des réalisations. Mais bien sûr, il y a des réalisations. Ouais. Moi, l'année dernière, j'ai été à l'Équateur. J'ai sillonné à l'Équateur pour une mission bien donnée. J'ai vu des écoles, j'ai vu des hôpitaux, enfin des centres médicaux. J'ai vu des bureaux de l'administration du territoire qui sont construits. Il y a des images. Monsieur Munga, je comprends que vous venez des États-Unis, mais moi qui vis ici, je peux vous donner des informations. Tout n'est pas rose. Ça n'a rien à voir du fait que je viens des États-Unis. Hein. Je suis de près ce qui se passe au Congo. Bien sûr. Et je suis là. Mais j'ajoute sur Je parle avec des Congolais, voilà. Vous parlez comme avec vous un autre. Et d'autres. Vous parlez avec un autre qui est en face de vous, qui vous dit qu'il y a quand même des situations qui sont faites. Mais c'est pour cette raison qu'on est allé détériorer, si vous voulez, exhumer ce M23 pour ralentir l'élan du développement que le Congo est en train de prendre. Justement, parlons de ce M23. Tout le monde demande au président de la République de dialoguer avec le M23. Il refuse catégoriquement parce qu'il pense que c'est le Rwanda qui est derrière et qu'il faut négocier, il faut le faire avec le Rwanda. Alors que la CENCO et l'ECC sont en train de mener des démarches pour rencontrer des leaders d'opinion, notamment le M23, pour un dialogue où tous les Congolais pourraient se réunir pour discuter de cette situation, alors que Goma et Bukavu sont actuellement entre les mains du Rwanda et du M23. Quelle est votre position par rapport à cette situation? Ne sommes-nous pas devant une sorte d'impasse où on ne peut pas avancer parce qu'il y a un blocage? Le président il refuse de négocier avec le M23. Le Rwanda dit, avant qu'on discute, il faut que tu discutes avec le M23. Après, on va parler tout à l'heure de la diplomatie. Mais j'aimerais avoir votre point de vue en tant que haut cadre de l'Union sacrée. Droit dans les yeux, Monsieur Munga, est-ce que les États-Unis ont-ils été sur la même table de négociation avec les terroristes du 11 septembre 2011? Pas du tout. Est-ce que la France a été sur la même table de discussion avec les terroristes du 15 janvier 2015, pardon, 11 janvier 2015? Pas du tout. On ne peut pas demander à un gouvernement légitimement établi, légalement consacré, de se mettre autour d'une table avec les terroristes. Ces gens, ils tuent, ils massacrent, ils violent. Mais pourtant, parce que oui, mais pourtant, il y a eu des négociations de Nairobi où le gouvernement s'est assis avec des groupes armés, d'autres qui étaient traités de terroristes. J'arrive. Ouais. Le M23, leur cadre de discussion, c'est le processus de Nairobi. Ils sont terroristes quand même. Oui, ils sont terroristes. Ils sont terroristes. Et on discute avec eux dans un autre cadre. Dans un autre cadre. Le gouvernement discute avec des terroristes. Oui, non. S'il vous plaît, j'arrive. Ouais. Le gouvernement, parce que... Non, le M23, ils sont terroristes. Les M23, ils sont terroristes. Alors, le gouvernement voudrait discuter avec des terroristes, mais dans un autre cadre. Maintenant, le gouvernement discute avec ces terroristes-là oui, pour que la justice
fasse son travail. Parce que le processus de Nairobi ne s'arrête pas que à demander aux gens de déposer les armes. Non, parce que moi, je voulais juste revenir. J'arrive. Vous dites que le gouvernement ne peut pas discuter avec des terroristes. Et la nuance ici, c'est que le gouvernement peut discuter avec des terroristes, mais dans un autre cadre, pas celui du Luanda. Monsieur Munga, Oui. ces terroristes-là, les Nanga, les Bissi, moi, Bertrand et autres, je crois qu'on va en parler, qui parlent de la situation, entre guillemets, ou prétendument dangereuse des Swahiliphones, vous voyez bien que ces gens, ils manquent de discours et ils parlent de tout et de n'importe quoi. Donc, le processus de Nairobi consacre, bien entendu, le dialogue entre les groupes armés qui écument l'Est de notre pays, entre autres les M23 et les autres. Mais étant entendu que le M23, c'est une coquille vide et que c'est les Rwandais, aujourd'hui, c'est vu et prouvé par tout le monde, le 27 janvier, l'armée rwandaise a été vue sur le territoire congolais, tuant, violant et brûlant les paisibles citoyens. C'est à ce niveau-là, à Luanda, que les discussions ont été menées. Mais malheureusement, le 15 décembre, le président rwandais, sachant qu'il était dos contre le militaire dans les cordes, il était dans le corde et il n'avait pas pris part à ce sommet. Aujourd'hui, il y a mixture, on a mixé les deux processus de Luanda et de Nairobi pour pouvoir trouver effectivement une solution, effectivement pour pouvoir demander à ce que ceux qui sont entrés sur le territoire congolais sans avoir su l'invitation solennelle et officielle de la RDC, de dégager. C'est ça. Et on ne peut pas demander, je disais, au gouvernement congolais, au président Tshisekedi, de s'asseoir en face de Nanga, en face de Bissimo, pour négocier. Négocier quoi? On ne peut pas négocier notre souveraineté. Négocier avec le M23 voudrait dire que nous remettons en cause la souveraineté de cette nation. Parce que les revendications de ces gens sont connues. Je vous ai dit au début ici que eux, leurs revendications, ce sont des revendications territoriales. Monsieur Munga, je vais vous rappeler dans la géostratégie, il est dit que les frontières sont fabriquées par les hommes. Les frontières sont mouvantes. Elles ne sont pas intenses. C'est pour dire que ces gens veulent modifier les frontières héritées de la colonisation. Vous comprenez? Donc, leur seul but, c'est la création. Leur seul but, c'est la création d'un micro-État. Alors, mais d'accord. Je peux finir? Oui, allez-y. La création d'un micro-État englobant le Kivu et l'Ituri pour pouvoir bénéficier, je dirais de manière illégale, de tous les minéraux qui sont là-bas pour renflouer les caisses du Rwanda, de l'Ouganda. Et il n'en sera pas question parce que notre pays, notre peuple connaît l'histoire et c'est comme ça que j'en appelle par cette prise de parole, j'en appelle à la conscience historique et à la conscience collective. Il faut que les Congolais connaissent leur pays. Il faut que le Congolais, que ce message que le chef de l'État a lancé de la défense de l'intégrité territoriale ne soit pas un slogan ou que ça ne soit pas perçu comme étant un combat destiné aux dirigeants. C'est le combat de nous tous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez invité ici, pour que nous puissions en parler. Donc, nous devons nous lever. Parce que notre pays, 2 345 410 km² doit rester comme tel. Et demain, un enfant, un monsieur, une femme qui peut rêver de devenir chef de l'État, il le deviendra sur les 2 345 410 km² et non dans un pays démembré. Alors, Jean, on en parlait tout à l'heure, en négociation, on en parle. Qu'est-ce que vous pensez donc de l'initiative des églises catholiques et protestantes d'amener tout le monde à la même table, à la table de discussion? Est-ce que vous soutenez cette démarche? Vous savez, si j'avais un conseil à donner au chef de l'État, là maintenant, c'est de retirer la personnalité sa juridique. Confiance. Je demanderai au chef de l'État de retirer la personnalité juridique de la SYNCO. Ah ouais. Comment ça? Ben oui, parce que ces gens, ils s'aiment, ils sont dans la surenchère. On ne peut pas vouloir organiser un dialogue dans la surenchère. Quand on dit qu'on ne peut pas faire la paix sans Nanga, quand on dit
Mais parce que Nanga, c'est lui qui fait manquer la paix à la RDC. J'arrive. Ouais. Nanga, c'est un condamné à mort. Et donc, pourtant, il est en train d'avancer. Monsieur Munga, ouais. La RDC ne pliera pas. La RDC retrouvera dans les jours les plus proches son intégrité territoriale. Le chef l'a dit, soit par le dialogue, mais pas avec Nanga, soit par la force. Nous sommes un grand peuple. Nous ne pouvons pas nous laisser marcher sur les orteils par un petit pays comme le Rwanda. Aujourd'hui, il faut dire, moi je dis que nous devons une fière chandelle, non seulement à notre armée, mais également à notre président de la République. Parce qu'il a démasqué le président rwandais, M. Paul Kagame, qui était présenté partout dans le monde entier comme étant un bon manager africain et qui a fait développer sa nation. Mais on ne disait pas que tout cela a été construit sur le mensonge. Le mensonge selon le mensonge qui cache le pillage et la destruction des âmes, des vies innocentes. Donc, on parlait de la Synco. La Synco, je reviens sur la Synco. Ouais. Donc, je disais, si j'avais un conseil à donner au chef de l'État, c'est de retirer la personnalité juridique de la Synco parce qu'ils sont dans une démarche de la déstabilisation, pensant qu'ils sont en train de construire quelque chose pour la paix. Parce qu'on ne peut pas demander, parce qu'aujourd'hui, toute la planète entière condamne le Rwanda. Mais l'abbé Chollet, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on ne peut pas condamner le Rwanda. Pour lui, on ne peut pas condamner le Rwanda pour parvenir à la paix. Comment voulez-vous parvenir à la paix, même entre frères, s'il y a eu une guerre fratricide? Comment voulez-vous parvenir à la paix si jamais les responsabilités sont établies? Donc, la démarche de la Synco, et de l'ECC, pour moi, ça va accoucher d'une souris parce qu'il n'y a pas une adhésion populaire. Ils sont dans la confusion. Ils veulent reproduire ce que nous avions fait en 2016. En 2016, Kabila était fin mandat. Il fallait une période transitoire pour pouvoir apaiser le climat politique, pour pouvoir effectivement décrisper le climat politique. C'est comme ça que ce dialogue a été, bien entendu, organisé et ça avait l'appui populaire. Mais aujourd'hui, regardez, les Congolais ne sont pas d'accord avec la démarche de la Synco. De la Synco. Ça, c'est vous qui n'êtes pas d'accord. Mais suivez les radios populaires, messieurs. Excusez-moi, vous ne pouvez pas parler au nom de tous les Congolais. Vous n'êtes pas d'accord. La majorité des Congolais ne sont pas d'accord. Faites le sondage. Quels sont les sondages que vous avez faits sur lesquels vous vous basez pour dire que les Congolais ne sont pas d'accord? C'est vous qui n'êtes pas d'accord. Je respecte ça. Oui, bien sûr. Moi, j'ai suivi. Ne parlez pas au nom de tous les Congolais. Moi, j'ai suivi une radio qui vous est très proche, ouais. Top Congo, pour ne pas la citer. J'ai suivi à une émission, Ça fait débat. Je la suis régulièrement. Quand monsieur l'abbé Chollet et les autres de l'ECC sont allés voir Kagame, les Congolais n'étaient pas d'accord. Et surtout, que quand on ne peut pas faire un sondage. On peut pas faire un sondage. Mais vous avez posé une question. Excusez-moi, je vais juste, c'est une parenthèse. On peut faire un sondage sur l'audimat d'une chaîne de radio ou de télévision. Ça, c'est un échantillon des gens qui suivent cette radio. Donc, voilà, ou cette télé. Surtout, on les a vus s'esclaffer avec des gens qui venaient de tuer plus de 8000 personnes. Et tout ça, ça a révolté les Congolais parce que moi, je ne peux pas aller vers quelqu'un qui a massacré dans ma famille en ouvrant largement la gueule en farinée. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec cette démarche de la Synco? Cette démarche-là, nous ne sommes pas d'accord parce que, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la décrispation du climat politique. Aujourd'hui, il y a des prisonniers politiques, des prisonniers, pas politiques, qui ont été relaxés. Qui ont bénéficié. Pas politique. Parce que ce n'était pas des arrestations politiques. Non, ce n'était pas des arrestations politiques. Mais pour des raisons politiques. Est-ce qu'ils sont libérés pour des raisons politiques? Ils ne sont pas libérés pour des raisons politiques parce que le chef de l'État a accordé, au mois de décembre,
la grâce présidentielle. On en parlera dans cette émission avec des juristes pour nous expliquer tout ça. L'autre sujet d'actualité, avant de clôturer, parce qu'on ne va pas aller très loin, c'est la démarche diplomatique du président de la République, avec des sanctions, comme on voit, qui commencent à tomber sur le Rwanda, la revue de la coopération, la rupture de contrat, par exemple. On l'a vu avec Arsenal qui vient d'arriver aujourd'hui grâce aux efforts diplomatiques de la RDC. Comment est-ce que vous voyez cette démarche diplomatique? Est-ce que vous pensez que ça paye? Est-ce que vous pensez que ça, c'est le chemin vers le début de la décrispation ou de trouver des solutions à ce qui se passe? De l'effondrement du régime rwandais. Bon. Monsieur Munga, moi je crois que l'Europe doit se rappeler, ou elle s'est rappelée d'une chose, c'est que le Congo, de manière singulière, et l'Afrique, de manière générale, a une histoire avec elle. D'accord? L'histoire de brimade, l'histoire de colonisation, de mélange de cultures, des mélanges des valeurs. C'est avec l'Europe et le Congo que cela a été fait. Et je crois que l'Europe s'est rappelée qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se passe en RDC, parce que la RDC, sa cause est juste, elle ne peut pas continuer à fermer les yeux. Surtout que Kagame s'est montré visiblement violent, agresseur, en entrant sur le territoire congolais en violation flagrante du droit international. Monsieur Kagame a été démasqué et c'est aussi une façon pour ces Occidentaux qui ont toujours soutenu M. Kagame, de voir que le monsieur est ivre de leur soutien et étant entendu qu'ils ont des valeurs à défendre, ils ne pouvaient pas rester indifférents. Et surtout que le président de la République leur a montré à plusieurs fois que Kagame était un destructeur, était un violeur du droit international et la voix de la RDC au travers du chef de l'État et de sa ministre des Affaires étrangères, Mme Thérèse Kayikwamba, la voix de la RDC est entendue. Nous sommes sortis du bois et nous ne pouvons que féliciter cela. Mais ce que nous demandons, ce que le peuple congolais demande, c'est que ça ne reste pas à ce niveau-là. Il faut véritablement des sanctions contraignantes qui poussent le Rwanda à retirer son système de défense du territoire congolais et que, véritablement, la paix soit retrouvée. Parce que cette guerre, finalement, elle doit prendre fin. Elle a duré depuis plus de 30 ans. Les gens sont morts. On parle de plus de 10 millions de morts. On parle de millions de femmes violées. Le viol comme une arme de guerre. Il est temps, effectivement, que la paix revienne sur le territoire congolais. Parmi les solutions, le président de la République envisage, former dans les jours qui viennent, un gouvernement d'union nationale. Avant de parler de généralité, j'aimerais vraiment toucher le point. Vous avez parlé tout à l'heure de Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que dans ce gouvernement, il serait aussi intéressant d'inclure le parti de Joseph Kabila, le PPRD? Moi, je crois que le parti de Joseph Kabila n'a pas que des mauvaises personnes. Je crois qu'il y a des patriotes au sein de ce parti. Et c'est avec ceux-là qu'il faut compter. On ne peut pas compter avec Kabila, on ne peut pas compter avec des aigris et des extrémistes comme les Chadari. Il faut compter avec ceux qui ont le sens de la République, ceux qui ont le sens de la construction de l'État. Je pense bien qu'il y en a au sein de ce parti politique, parce que même aujourd'hui, ceux qui travaillent avec le chef de l'État, je ne vais pas citer les noms des gens ici pour ne pas faire leur publicité, il y en a qui étaient, bien entendu, dans ce parti, mais lors de la construction de l'Union sacrée de la Nation, ils sont venus et ils font des preuves qui montrent effectivement que c'est des patriotes, ils aiment leur pays. Parce qu'on ne peut pas dire que de l'autre côté, il n'y a que des démons. Non, j'ose espérer que de l'autre côté, il y a aussi des gens qui aiment la nation congolaise et qui peuvent servir autrement. Monsieur Chadari, justement, dans une matinée politique, a dit exactement ceci. Ce gouvernement ne constitue aucunement une solution à la crise actuelle. Mais est-ce que M. Chadari a des leçons à donner? Mais tout à l'heure, je peignais le tableau ici, que vous aviez qualifié de sombre, de leur gouvernance.
Ils sont immoraux, ces gens. Parfois, il ne faut pas qu'on se joue des oreilles des Congolais pour leur envoyer parfois des paroles nauséabondes. Monsieur Chadari, je vous ai parlé tout à l'heure de répression où les militaires et les policiers étaient gonflés d'hormones militaristes, où on était tiré à bout portant. Mais qui était ministre à l'Intérieur? C'était sous les ordres de qui? C'était sous les ordres de monsieur Chadari. Quand on a parlé ici des fausses communes des Maluku, mais monsieur Chadari était aux affaires avec Kabila. Donc, il ne doit que se taire parce que ils ne peuvent pas considérer les Congolais comme des enfants qui peuvent manipuler. Les Congolais ont la maturité, les Congolais savent lire entre les lignes, les Congolais savent faire le jugement de valeur, de comprendre, bien entendu, qui vaut quoi dans ce pays. Donc, il ne faut pas que les gens profitent de la bonne foi du président Tshisekedi, parce que nous avons vu ici comment est-ce que le PPRD au pouvoir a poussé Bemba à la CPI. On a vu comment est-ce que l'opposition était muselée. Monsieur Munga, vous le savez, moi j'étais chef d'entreprise, ma société, j'employais 400 personnes. Cette société a été fermée tout simplement parce que j'étais C'était pas à cause de Kabila. Parce que j'étais opposant. Les partenaires avec lesquels je travaillais recevaient des menaces et des instructions selon lesquelles ils devaient résilier le contrat de partenariat avec moi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous êtes lancé en politique et que vous voulez vous venger contre Joseph Kabila? Je ne me venge pas. Si Kabila était un monsieur digne, je le supporterais. Ou si vous voulez, je l'aurais accompagné. Mais je n'accompagne pas les médiocres. Kabila et la majorité de ses hommes sont des médiocres. C'est des gens qui n'aiment pas ce pays. Kabila, c'est un véritable nabo qui a profité, bien entendu, de cet endoctrinement qui a régné dans ce pays, et on l'a poussé à devenir chef de l'État pour régner sur le Congo. Mais maintenant, cette opportunité qu'il a eue est révolue. Les Congolais n'admettront plus jamais qu'un monsieur dont on ne connaît ni le père ni la mère... Ah si, c'est le fils de Kabila. S'il vous plaît, suivez ceux qui Laurent Désiré. Suivez ceux qui le connaissent véritablement. Monsieur Ngwanda, qui était un barbouze bien rodé dans le renseignement, les parlementaires belges, et même Charles Onana le dit avec éloquence que c'est le neveu de James Kabarebe. James Kabarebe qui a été chef d'état-major ici dans ce pays. Si James Kabarebe était chef d'état-major dans ce pays, vous pensez que ça a été difficile parce que c'est eux qui avaient le règne, c'est eux qui contrôlaient tout. Ça a été difficile pour eux de placer Kabila sur le sommet de la RDC. Cette chance, par la naïveté de certains compatriotes qui ont affaibli le pays, qui ont affaibli le système de défense, qui ont affaibli le système éducatif de cette nation, cette chance qu'ils avaient bénéficié, ils ne l'auront plus. Alors, ils ne l'auront plus, mais ce gouvernement, parlons du casting, parce qu'on va finir par là. Moi, je vais peut-être donner mon opinion, ce que je ne fais pas beaucoup, et je l'ai fait, c'est la seconde fois que je le fais. Le casting de Mme Thérèse Kaikwamba comme ministre, elle est vice-premier ministre. Non, ministre d'État. Ministre d'État, pardon, aux Affaires étrangères. C'est un casting que beaucoup de Congolais ont applaudi. Quel serait votre conseil si, aujourd'hui, le président de la République, comme il dit, arrive à créer ce gouvernement d'union nationale? Est-ce que le casting ne devait pas être justement de ces gens-là? Je prends également Patrick Mouyaya, qui est ministre de tutelle. Oui, de la communication. Il a sa place. Qui répond aux normes du casting. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qu'il faut faire? Parce que ça peut partir d'une question. Beaucoup de gens ont reproché le président de la République du casting qu'il a fait dans les derniers gouvernements en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, dans la vie, même dans la gouvernance, il y a des erreurs. Que ce soit aux États-Unis, en France, n'importe où. Donc, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Lui-même l'avait reconnu. Le 20 janvier 2024, il avait dit qu'il ne va plus reproduire les erreurs du passé. Et je crois qu'il est temps. Les Congolais et les Congolaises intelligentes, patriotes, brillants, il y en a dans ce pays. Qu'on ne lui présente pas des gens par népotisme, par clientélisme, par copinage. Parce que ces choix-là, les choix hasardeux des personnes, ou si vous voulez des animateurs des institutions, quand les choix sont hasardeux, basés sur
je veux dire, des critères peu acceptables, c'est ça qui justifie le tâtonnement dans la marche de la République. Donc, il va falloir, cette fois-ci, que le casting, comme vous le dites, soit bien fait. Chaque personne qu'on choisira soit à sa place. Comme Madame Kaikwamba, comme Monsieur Mouyaya que vous venez de citer, il y en a aussi quelques-uns dans ce gouvernement qui font preuve des compétences, qui ne viennent pas apprendre étant ministre ou étant directeur général d'entreprise. Le chef de l'État nous connaît. Malheureusement, si vous vouliez bien, j'allais vous donner la photo. Le chef de l'État nous connaît. Nous avons été avec lui dans le combat, dans l'opposition. Même si, aux côtés, il y a des amis qui ont daigné ne pas lui rappeler que nous existons, mais si, sur cette émission, nous existons, nous sommes là. Des gens qui peuvent, avec patriotisme et loyauté, compétence aguerrie, servir la nation. Il ne faut pas que les choix soient faits par ce qu'ils appellent assez souvent, de manière abusive, les forces, leurs forces, comment ils appellent ça, j'ai oublié, forces politiques. Okay? Il ne faut pas que cela soit mis au devant de la question. Donc, il faut les compétences. Qu'on dise, Monsieur Tartampion, Monsieur XY, en tout cas, à cette responsabilité, il sera ou elle sera en mesure de répondre à l'appel de la République, plutôt que de reproduire ce que nous connaissons, des gens qui tâtonnent, qui donnent des résultats de petits pas et qui font reculer la République. Voilà, merci beaucoup pour tous vos points de vue par rapport au sujet, par rapport au sujet d'actualité, Monsieur Henri Mutombo. Nous sommes arrivés à la fin. Peut-être un tout dernier mot pour clôturer? Un tout dernier mot, je voudrais dire, surtout à la jeunesse congolaise, de ne plus jamais se laisser endoctriner par qui que ce soit. Même par votre président. Je dis, le chef de l'État n'endoctrine personne. Si vous suivez son discours, vous sentez que c'est quelqu'un qui éveille. Non, je n'ai pas dit qu'il le fait. Oui. Et que par qui que ce soit, notamment, par qui que ce soit. Notamment lui. Vraiment, de ne pas se laisser endoctriner par qui que ce soit. Oui. Nous avons cette nation que Dieu nous a donnée, un pays riche, un pays fort. Nous devons connaître son histoire, de telle enseigne que nous puissions la défendre de manière qu'elle devienne la plus puissante nation en Afrique et dans le monde. Aussi, je voudrais placer ce mot, nous avons tout ce qu'il faut pour avoir des armes lourdes. Suivez mon regard. Nous avons toute la matière première qu'il faut pour avoir des armes lourdes qui puissent faire de cette nation une nation militairement puissante pour dissuader le neuf voisins que nous avons. J'ai dit au début que la RDC a la vocation d'être un pays militaire. Il faut y arriver. Et aussi au chef de l'État de rester debout, de ne pas baisser la garde, parce que le peuple est avec lui. Ce même peuple qui lui a renouvelé la confiance en lui accordant 73,29% au suffrage universel, c'est ce même peuple qui est avec lui. Et tout ce que nous lui demandons, c'est effectivement de bien regarder, de bien positionner la RDC dans la direction de sa force, de sa grandeur et de sa dignité. Alors, on va finir avec cette déclaration donc, de M. Kamitatou, qui est porte-parole de Moïse Katumbi, membre de l'opposition. Il dit ceci: les tentatives de séduire Donald Trump en échangeant des terres rares et des minéraux stratégiques contre la protection d'une kleptocratie clanique ne trompent personne. Les observateurs avertis savent que les mines du Katanga sont en grande partie aux mains des Chinois ou d'étrangers. Cette proposition n'a rien d'autre qu'une escroquerie honteuse. Je vais être très dur. Vous savez, quand on a été président de l'Assemblée nationale, on a été ministre, on ne peut pas se retrouver un matin, perdre la place de quelqu'un, d'un homme d'état-major pour devenir un porteur de mallette. C'est ridicule. Toutes ces déclarations sont faites parce que
on voit que le président Tshisekedi se bat pour pouvoir redonner à la RDC sa lettre de noblesse. Les Chinois, les Américains, ce sont des partenaires. Le chef de l'État a le devoir d'établir de coopération multilatérale et de coopération bilatérale. De la même manière qu'il travaille avec les Chinois, de la même manière, il peut également travailler avec les Américains. Parce que nous ne sommes pas un pays qui évolue dans un vase clos. Nous sommes un pays ouvert. Le chef de l'État est un homme ouvert. Il traite, il collabore avec les États qui peuvent apporter leur savoir-faire, leur technologie pour faire avancer la RDC. Si la stratégie, si la solution, c'est de composer aussi bien avec les Chinois que les Américains, parce que les Chinois ont leur... La solution, c'est de brader les matières premières. Non. Mais c'est de ça qu'il parle. Non. C'est de ça qu'il parlait. Tshisekedi est issu du moule socialiste. Il a appris à la table de formation de son père la protection des intérêts de la République. Donc, il ne peut pas brader les minéraux de la RDC. Tout ça, c'est la jalousie. C'est des gens qui voient que le pays est en train d'aller vers une bonne direction et ils veulent embrouiller. C'est comme ça que je les appelle des ingénieurs de catastrophe. Je les appelle des ingénieurs d'embrouille. Je les appelle des ingénieurs de ce multiples apocalypses que nous avons dans ce pays. Parce que s'ils avaient légué un pays véritablement stable, véritablement prospère, véritablement fort, Tshisekedi ne souffrirait pas de tous ces apocalypses que nous vivons aujourd'hui qui anéantissent même la survie de son peuple. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Henri Mutombo. Je rappelle donc que vous êtes un haut cadre de l'Union sacrée de la Nation, qui est la plateforme politique au pouvoir. Vous êtes écrivain et chercheur en fiscalité et géostratégie. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Et merci beaucoup, Monsieur Marius Munga. Votre télé est très belle. Merci beaucoup. Je la souhaite bonne chance. J'appelle, je ne veux pas le faire, mais je me permets de le faire, les annonceurs. Il y a une bonne télé, un monsieur qualifié, très intelligent, avec qui vous pouvez collaborer. Merci pour cette page de pub. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Au nom de toute l'équipe technique qui était derrière la caméra, je vous dis un très grand merci de nous avoir suivis. Merci à Victor Manzombi, John Sakama, Gaylor Vangadio qui étaient à la prise de vue. Merci beaucoup à Josapha Mombo. Merci beaucoup à Mosantu Mantia, Rachidi Ikulu et merci à Scotty Mukonkole qui était à la réalisation de cette émission. Donc, au nom de toute cette équipe, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. J'espère vous retrouver très bientôt sur Kinshasa Télévision avec d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et merci.